L'air du temps n'est pas à la défense de la vie privée. On parlait de blanchiment de fonds actuellement aussi. Quand il s'agit pour les pouvoirs publics de restreindre les libertés et surtout la liberté fondamentale d'avoir une vie privée, ils le font grosso modo toujours avec les deux mêmes prétextes, c'est-à-dire le blanchiment d'argent, terrorisme. Bitcoin consomme autant que les sèche-linges aux États-Unis. Voilà. Est-ce que l'utilité sociale du sèche-linge est remise en question? Non, il me semble pas. Si je peux donner une méthode d'investissement, ça ne va pas être la mienne. Elle viendra d'un livre en particulier, un livre que j'aime beaucoup, c'est un roman d'Émile Zola. Je suis Jérémy Wauquiez, le président et le fondateur d'Alira, l'école qui vous forme au métier d'innovation, la blockchain et l'IA. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts d'Alira. Je suis Jérémy Wauquiez et nous recevons toutes les semaines un nouvel expert de l'écosystème crypto et blockchain. Cette semaine, nous avons la chance de recevoir Fono. Bienvenue. Bonjour de m'avoir invité. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Fono, tu animes toutes les semaines une émission de radio qui réunit des gens de la communauté crypto-blockchain. Vous parlez du coup de ces deux technos. Comment ça se passe et comment est-ce que tu as réussi, comment est-ce que tu as créé cette émission Alors, c'est une histoire un peu longuette, donc je vais y aller rapidement. Je me suis intéressé à Bitcoin après l'avoir effleuré 2-3 fois, mais en général, il faut s'y prendre à plusieurs fois avant de passer le pas, d'acquérir. Voilà. Donc, fin 2017, j'ai commencé à décider d'acquérir des crypto-monnaies dans une quête d'enrichissement personnel. Okay. C'était le but. Et puis à l'époque, il n'y avait pas non plus énormément de sources en français. Cryptost commençait, le journal du coin commençait à s'envoler. Mais il n'y avait pas grand-chose. Mais il y avait un espace très particulier sur lequel mon attention s'est très vite portée. C'était le forum finance de jeuxvideo.com. Et c'est là que j'ai appris le vocabulaire même, parce qu'on discutait comme ça, et puis très ésotérique, très hermétique au début le vocabulaire de ce qu'on appelle la blockchain. Et j'ai participé, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des choses intéressantes à, pas seulement en termes financiers, mais qu'il y avait aussi des idées intéressantes à développer. Et j'ai utilisé ce forum comme mon blog. Okay. Donc j'y ai écrit. Alors c'est pas du tout adapté parce que c'est plus un espèce de gros chat bordélique. Mais je l'ai utilisé comme mon blog. Alors j'écrivais des pavés. J'ai écrit en tout un truc comme 150 pages là-bas. Ah oui. Presque un livre. Un petit livre. Alors c'est de qualité très inégale. Vous pouvez aller tout est encore public. Vous pouvez aller le consulter. Mais c'est là en tout cas que le personnage du phone est né parce qu'à la base c'est juste un pseudo. Parce que effectivement là tu apparaît en clair sous mes yeux, mais donc à l'écran, on a effectivement un avatar pour préserver ton pseudonymat, on ne l'a pas dit au début, mais les gens l'ont vu dès le début de la vidéo. Les gens ont dû se demander d'ailleurs. Les gens se sont demandé sans doute, donc on précise que voilà, on le met pour respecter ton pseudonymat. C'est très urbain. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant j'anime une radio et non pas une télé. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai jamais kiffé mettre ma tête sur internet. Même sur mon profil Tinder, il n'y a pas ma tête. Okay. Donc pour dire que... Est-ce qu'il y a le phone ou est-ce que c'est encore un autre... Non, c'est encore autre chose, évidemment. C'est pour savoir, tu vois. Non, c'est encore un autre personnage. Et donc je reprends. J'écris beaucoup. Je suis lu par très peu de monde, mais ça me va entièrement. Et puis à un moment, je me suis dit allez, j'en ai marre d'écrire, je vais faire des vidéos. Donc j'ai lancé Fun Radio, qui est une chaîne YouTube, et puis je faisais des vidéos qui en plus avaient déjà dès leur lancement pas mal de vues. Alors je sais que vous avez fait 1000 vues par exemple sur votre premier podcast, parce que vous avez déjà la force de frappe d'Alira, on va dire, une certaine communauté, etc. Moi j'avais déjà ma petite communauté sur forum, et puis j'arrivais comme ça à taper les 1000 vues sur des formats qui parlaient, alors tout parle essentiellement de Bitcoin. Je sais pas que j'ai un dédain ou une haine particulière pour les autres
crypto. Nous n'avons aucune haine ici, de toute manière, on est dans l'amour globalement. On est bouddhiste ici. On est bouddhiste. Mais Bitcoin me prend tout mon temps et je ne me vois produire actuellement que sur Bitcoin, même si la chaîne petit à petit se généralise et part sur des thèmes qui sont les thèmes qu'on rencontre quand on gravite autour de Bitcoin, c'est-à-dire la défense de la souveraineté monétaire, les questions monétaires, les questions d'énergie aussi, la défense de la vie privée, dont je pense qu'on va parler aujourd'hui. Quand Bitcoin, on décrit ça comme un terrier du lapin blanc, mais ça te fait rentrer dans différents terriers qui s'entrepénètrent. C'est un beau bordel. Quand tu rencontres Bitcoin, et là tu dis que ça prend tout ton temps, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te fascine dans cette technologie, dans cette monnaie? Alors comme je l'ai dit, dans un premier temps, ce qui m'intéressait, c'était de gagner de l'argent. Et dans un premier temps, j'ai gagné de l'argent. J'avais profité de la fin de la bulle de 2017. Et donc, comment dire, à partir de là, c'est le parcours classique. Je me prends pour un génie, j'achète n'importe quoi, ça fait x10 dans la semaine. Voilà, le loup de Wall Street, etc. Tout le monde décrit ça. Et ensuite, évidemment, en 2018, la grosse chute. La gueule de bois. La gueule de bois. T'as appris ce que ça voulait dire, moins 80, moins 90. Ouais, voilà, de voir que. Et puis de voir l'état de stress dans lequel ça te met, etc. C'est très intéressant, d'ailleurs. Moi, j'ai appris énormément sur moi-même. Moi qui ai toujours eu un rapport plutôt détaché avec les choses matérielles ou l'argent, bah là, je me réveillais en sueur la nuit en disant, mais merde, je suis redevenu pauvre, c'est chiant. T'étais leverage ou t'étais pas leverage? Non, alors j'ai jamais été liquidé, par exemple. J'ai jamais été liquidé, etc. Donc ça veut dire, j'ai jamais été liquidé, ça veut dire oui, j'étais leverage, mais pas trop. Ouais, non, après leverage entièrement, j'ai jamais risqué la liquidation totale de mon portefeuille à aucun moment. Voilà. Donc ça a été une des règles dès le début. Je suis là-dedans depuis assez longtemps pour voir que ceux qui risquent ça finissent toujours par partir, par disparaître, tout bêtement. Alors évidemment, il y a le biais du survivant. Évidemment, il y en a 2-3 qui le font continuellement. Soit ils sont extraordinairement doués, donc dans ce cas, c'est un cas particulier. Soit c'est de la chance, d'ailleurs c'est lié, parce qu'on peut dire que le talent c'est une forme de chance. Hein. Si ça te tombe dessus, ça te tombe dessus. Mais sur le long terme, ne jouez pas les moins 100%, vous finirez par tout perdre. Voilà. Donc ça a été une des règles dès le début. Je suis là-dedans depuis assez longtemps pour voir que ceux qui risquent ça finissent toujours par partir, par disparaître, tout bêtement. Alors évidemment, il y a le biais du survivant. Évidemment, il y en a 2-3 qui le font continuellement. Soit ils sont extraordinairement doués, donc dans ce cas, c'est un cas particulier. Soit c'est de la chance, d'ailleurs c'est lié, parce qu'on peut dire que le talent c'est une forme de chance. Hein. Si ça te tombe dessus, ça te tombe dessus. Mais sur le long terme, ne jouez pas les moins 100%, vous finirez par tout perdre. Mais donc dans ce cadre, dans l'explosion de la bulle et du moins 90% du portefeuille, il y a aussi c'était en 2018, il y a eu aussi un moins 90% de la communauté. Ça, il faut se souvenir, parce que la dernière explosion de bulle, alors je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais le dernier, tout ce qui se passait après FTX, etc. Il y a quand même resté du monde. Ça, c'était intéressant. Moi, j'ai connu un vrai désert où il n'y a personne. Alors, je dis personne, tout est relatif, hein, mais en tout cas, il y avait une effervescence début 2018 qui a été perdue dans la foulée. Et donc il y a 2-3 cons qui sont quand même restés, je fais partie de ces 2-3 cons, et un jour je suis tombé assez rapidement sur le livre de Jacques Favier, de Dalit Takalbataï, qui s'appelle Bitcoin, la monnaie acéphale. Dont on recommande la lecture. Dont on recommande évidemment la lecture, qui a été donc une réédition corrigée est sortie il n'y a pas si longtemps, donc c'est un livre qui à la base est sorti en 2017 ou 2018, mais que vous pouvez vous procurer et qui a été mise à jour. Et ça a été une révélation quand j'ai lu le livre. Il y a aussi Métamorphose avec Benoît Huguet qui s'est ajouté au duo initial. Et quand j'ai lu ces 2 livres, j'ai été soufflé. Voilà, je me suis dit waouh, c'est possible, on a le droit de dire des choses intelligentes sur Bitcoin qui dépassent le simple financier. On peut parler même de choses assez
pointu, assez méta de degré de réalité. Par exemple, moi, c'est une phrase en particulier qui a été écrite par Adly, qui m'a retenu, qui m'a fait tomber amoureux de Bitcoin. Et c'est une phrase qui explique que Bitcoin, c'est une réification du cyberespace, c'est-à-dire qu'avant, les objets numériques avaient une réalité, une modalité d'existence extraordinairement précaire, parce que c'était des 0 et des 1, tu faisais copier-coller, et puis tu reproduisais cet objet. Ce qui posait le problème de la monnaie d'Internet, qu'elle est copiable à l'infini sans tiers de confiance. C'est ce problème, donc, celui qu'on appelle le problème de la double dépense, qui a été réglé par Satoshi Nakamoto avec son white paper en 2008. Les gens qui ne sont pas forcément très techos le perçoivent pas toujours bien, mais quand on envoie un mail, en fait, on n'envoie pas un mail. En fait, on copie le mail qu'on a dans le serveur de notre boîte mail sur le serveur de la personne à qui on, entre guillemets, l'envoie. Et donc à la fin, on a 2 mails. C'est ça. Et le protocole Nakamoto, c'est de créer un objet, parce qu'il est créé, c'est de créer un objet numérique et de faire en sorte qu'il n'est pas copiable et de manière en plus décentralisée. Parce que l'idée, c'était de le faire sans tiers de confiance. Parce que jusque-là, les paiements sur Internet, on devait se reposer sur un tiers de confiance, typiquement PayPal, PayPal, Visa, etc. Et c'était à eux ensuite, donc il y avait le paiement, et puis c'était à eux ensuite de s'arranger, etc. Le protocole, lui, il est complètement autonome. Il fait le transfert de fonds, il s'occupe de tout. Il fait beaucoup de choses, il fait pas le café, pas encore. Mais il permet de... mais il permet de créer des objets numériques incopiables. Et à partir de là, ça a l'air tout bête, mais à partir de là, on peut imaginer des tas de choses, on peut comparer aussi, inscrire cette technologie dans un continuum, dans toute une histoire qui est l'histoire de la science, de l'informatique, du protocole, de la philosophie, etc. Et c'est ce à quoi c'est ce que j'essaye aussi de faire sur ma chaîne, c'est ce à quoi je m'emploie, parce que s'il y a bien une proposition de valeur dans ma chaîne, c'est de vous proposer de parler de Bitcoin, mais de manière avec un angle un peu différent, en parlant beaucoup de politique maintenant, mais aussi de philosophie, de littérature, de poésie, de beauté, etc. Voilà, abonnez-vous. Évidemment, on mettra d'ailleurs le lien dans la description vers ta chaîne. C'est très urbain. Les personnes puissent aller voir un peu ce que tu fais. Ok, qu'est-ce que ça change pour le monde, Bitcoin? Ça c'est une grande... Alors déjà, ça fait chier beaucoup de monde. Ouais. Y a des gens qui en dorment plus. C'est dommage parce qu'en fait, quelque part, ils pourraient très bien vivre en l'ignorant. Non, mais alors Bitcoin donne beaucoup d'insomnie à beaucoup de monde. Il y a des gens qui en achètent et qui veulent et qui ensuite subissent les cours, et puis il y a des gens qui en achètent pas et qui subissent les cours aussi, parce que je présume que quand ça monte comme ça continuellement, je veux dire, les oiseaux de malheur qu'on a sur le dos, ils sont persuadés, pour reprendre, le dernier c'était Dufresne, que dans 10 ans, 9 maintenant il me semble, Bitcoin n'existera plus. Donc voilà, rendez-vous est pris. Moi dans 9 ans je serai encore là en train de parler de Bitcoin. Bitcoin sera encore là. Est-ce que Dufresne sera encore là? On ne sait pas, on verra. Il sera peut-être ministre de l'économie. Il est permis de rêver. Il est permis de rêver. Tout à fait. Donc, déjà ça, c'est-à-dire que Bitcoin, c'est un élément perturbateur pour beaucoup de choses. Ouais. C'est en plus une technologie qui a émergé dans un contexte très particulier, qui est celui de la crise financière des subprimes, etc. Alors, ça n'a pas, ça a catalysé peut-être sa sortie, mais ça n'a pas causé sa sortie. Bitcoin ne sort pas non plus de nulle part, ne sort pas ex nihilo, c'est vraiment la continuité de tout un travail de cryptographie, d'informatique, etc. On l'oublie souvent, effectivement, mais en fait, il y a une longue histoire des monnaies. Et oui, des erreurs de monnaie sur il y a un côté presque miraculeux, en fait, chez Bitcoin, quand on regarde cette longue liste d'erreurs avant et ensuite toute cette création de crypto après, où elles sont toujours faites avec des modèles un peu différents qui bénéficient toujours un petit peu aux gens qui les lancent, ce qui n'est pas le cas de Bitcoin, et c'est l'une des rares. D'une certaine manière, oui. Mais c'est ce qui en fait une réalisation anarchiste. C'est la façon de fonctionner. Les anarchistes ont toujours eu, alors on va définir peut-être anarchiste, c'est-à-dire des gens qui ont essayé de toujours s'organiser de manière la plus autonome possible par rapport à tout ce qu'ils identifiaient comme les pouvoirs. Donc, traditionnellement, ça a été l'État,
les structures instituées, la pesanteur de la société, etc. C'est ça un anarchiste. C'est quelqu'un qui ne demande pas la permission, un anarchiste. Et d'ailleurs, Bitcoin n'a demandé la permission à personne avant d'exister. Et le principe de Bitcoin, c'est que tu n'as demandé la permission à personne pour transférer tes fonds tant que tu as assez pour payer la transaction. Mais les anarchistes ont toujours été animés par cette volonté de documenter ce qu'ils faisaient, toujours, systématiquement, parce que leur méthode face à l'histoire, pour utiliser des grandes formules, eh bien, c'était de dire, nous, on essaye, on finira bien par trouver quelque chose, par trouver une solution. Alors, cette méthode n'a encore, à ma connaissance, jamais abouti à une société parfaite et stable dans le temps, mais elle a abouti à de beaux outils, à la naissance de beaux outils. Et Bitcoin est un bel outil de ce point de vue. Et déjà, là, là, depuis tout à l'heure, on parle un petit peu du prix de Bitcoin pour troller, mais quand on gratte le vernis, eh bien, on trouve quelque chose qui est une méthodologie anarchiste. Et moi, c'est quelque chose dont on peut parler déjà pendant une heure, mais on a déjà assez. Au niveau de l'économie, souvent, on va tracer des racines au moins théoriques avec l'école autrichienne d'économie. Je me permets d'orienter la discussion là-dessus puisqu'on en parlait tout à l'heure en off. Alors, est-ce que tu peux présenter peut-être pour les gens qui ne connaissent pas forcément ce que c'est que l'école autrichienne, en quelques mots, ce que c'est que l'école autrichienne, et ce que tu penses de cette école de pensée? Est-ce que je peux me faire des émis, c'est ça la question? Tu fais ce que tu veux. C'est parti. Oui. Alors, l'école autrichienne. Alors d'abord, je précise, je suis pas un spécialiste de l'école autrichienne, même si quand on traîne assez longtemps dans Bitcoin, on finit par les croiser. On ne peut pas ne pas les rencontrer. Ils ont toute leur place, d'ailleurs. Ils ont toute leur place. Moi, je critiquerai jamais la légitimité de l'école autrichienne. Alors, ne comptez pas sur moi pour vous expliquer toutes les particularités de l'école autrichienne, qui est une école libérale assez particulière, mais une école libérale quand même. Il n'empêche qu'elle aboutit à un vœu qui a été formulé, il me semble, par Hayek, c'était celle de séparer l'État et la monnaie. C'est-à-dire qu'il voulait que l'on puisse y avoir, dans un cadre de concurrence des monnaies, observer l'émergence d'une monnaie qui n'est pas le jouet de la puissance étatique. C'est laisser les monnaies privées se faire concurrence les unes les autres. Les gens reconnaîtront les bonnes et les bonnes émergeront naturellement au-dessus des autres et qu'au moins l'État ne puisse effectivement pas manipuler la monnaie comme il le fait aujourd'hui. C'est ça, et que le meilleur gagne. Et d'ailleurs, si ça a été en plus de ces raisons, si ça a été l'école économique privilégiée, l'axe privilégié pour pouvoir aborder Bitcoin, c'est aussi parce qu'ils avaient un rapport assez particulier à la rareté, à la valeur, à l'or aussi, et puis que surtout la question de la monnaie est une question assez rarement abordée en réalité dans la science économique. Et donc il fallait bien partir de quelque chose intellectuellement. On est parti de là. L'école autrichienne en tant que telle, alors moi je vais avoir quelques critiques plus ou moins fondées. Ce que j'aime bien dire, c'est que les Autrichiens qui expliquent, qui défendent ce point de vue, j'ai l'impression qu'ils vivent dans la tête de Mises, c'est-à-dire que qui est un des auteurs autrichiens. Enfin, dans les auteurs autrichiens, on peut citer donc Mises, on peut citer Hayek. C'est-à-dire que l'école autrichienne repose sur ou au moins en partie sur Human Action de Mises, qui est une grande expérience de pensée. Ce sont des méthodes qui sont très très idéalistes, au sens philosophique du terme. C'est revendiqué d'ailleurs par l'école comme étant méthodologique. En gros, ce qu'il dit, c'est l'économie, ça devrait être une sous-section de la logique plutôt qu'une sous-section de l'empirisme. Absolument, absolument. Et les libéraux, de manière générale, sont des gens très très idéalistes, qui sont très très fiers de leurs expériences de pensée, etc. Bon, moi, il se trouve que je suis quelqu'un de très matérialiste, donc c'est quelque chose qui ne me parle pas, et il se trouve que Bitcoin m'a rendu encore plus matérialiste, parce qu'il n'y a rien de plus matériel que Bitcoin. Bitcoin, on ne peut pas dire les constructions mentales autour ou au-dessus de Bitcoin, très vite, soit
elles s'inscrivent dans des perspectives trop longues. C'est-à-dire que je lis beaucoup de raisonnements, pas seulement des raisonnements autrichiens d'ailleurs, hein, vraiment d'autres formes de raisonnement qui reposent sur une hyper-bitcoinisation, etc., où tout le monde l'utilisera au quotidien grâce au L2, etc. D'accord, ok, mais allons-y pas à pas, allons-y pas à pas. Donc, tout ça pour dire, le matérialisme qui moi, intellectuellement, me convient le plus, c'est-à-dire que moi, j'estime que, en tout cas, je trouve bien plus de bonheur dans l'observation et dans la critique peut-être, ou dans un rapport au réel direct, plutôt que celui de se dire oui bon ça doit être comme ça, okay, etc. Okay. Ouais, c'est une critique méthodologique en fait essentiellement que oui voilà, bon je pourrais en avoir d'autres mais on va pas je le ferai un jour, allez je vous jure, okay. Je le ferai un jour sur ma chaîne alors bon, ce sont des gens aussi qui sont assez susceptibles, les Autrichiens. Donc je vais faire attention d'être très précis dans mes termes. Les Autrichiens, on vous salue, hein, d'ailleurs, on vous salue. Mais je vais essayer d'être plus précis que ce que je fais là actuellement. Ça marche. Au niveau de ce que ça fait, du traitement par les États de Bitcoin et de la crypto en général, où est-ce qu'on en est? Notamment, les États-Unis viennent de shifter là, en quelques jours, il y a un mois et demi à peu près. Oui, alors ça, je me demande si c'est pas un défaut de perception qu'on a de vouloir en faire quelque chose de central sur la campagne américaine. Il y a eu un débat très récemment, alors un débat qui était, je sais pas, hilarant, désastreux, pathétique. C'était un peu une tragicomédie, hein, le débat Trump-Biden qu'on a eu il y a peu de temps. Le mot n'a pas été présenté. N'a pas été prononcé, peut-être à la prochaine, je sais pas, on verra. On est en campagne, tout le monde dit n'importe quoi pour apporter des voix. Ce qui est sûr, c'est que Trump a reçu beaucoup de soutien financier de la sphère crypto. Biden en avait reçu aussi en son temps. C'était SBF était le deuxième donateur. Ça, on a tendance à l'oublier, mais SBF était le deuxième donateur du Parti démocrate pour sa campagne. Avec de l'argent qui n'était pas à lui, donc c'était d'autant plus simple. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il en a fait de ces dons? Absolument rien. Il y a eu, ça n'a pas empêché le sénateur Warren, par exemple, de mener ce qui était une guerre contre les cryptos. La SEC aussi, donc Gensler, etc. Trump a besoin de liquidité. Le Bitcoin, c'est très liquide. Voilà. Okay. Pour toi, c'est vraiment ça ce qui se passe. C'est un calcul. Ok, il y a de l'argent là. J'accepte et je joue le jeu des gens qui ont l'argent. Moi j'attends les actes, j'attends les propositions, j'attends les législations. À la limite en Europe on en a des législations sur Bitcoin et les cryptos et puis on peut parler de ça. Qu'est-ce que tu penses justement de Mika? Est-ce que tu penses que ça va dans la bonne direction? Alors Mika en particulier non. Alors je vais pas faire une critique en particulier de Mika, mais on voit bien qu'il y a tout un faisceau européen. Un faisceau d'indices, alors dans le monde peut-être, en Europe surtout, on peut parler de l'Europe en particulier, qui nous laisse à penser qu'on ne va pas dans le bon sens sur la question des cryptos, mais surtout sur la question plus générale de la vie privée. Qui est transversale à l'idée de crypto. Oui, c'est-à-dire qu'elle inclut la question de la crypto et de la finance de manière plus globale, mais qu'en fait ce n'est qu'une partie de la question plus générale effectivement de la vie privée. Ouais. Alors, l'étau se resserre sur la vie privée, et donc, de facto, ils le feront, l'étau se resserrera aussi sur Bitcoin et les cryptos. On peut parler de la vie privée d'ailleurs à ce stade si tu veux. Il y a quelques... on a les pouvoirs, surtout les pouvoirs réglementaires, mais aussi les pouvoirs de justice actuellement en Europe, ne vont pas dans la bonne direction. On a eu la condamnation du développeur de Tornado Cash récemment à plus de 5 ans de prison par un tribunal néerlandais. On peut rappeler peut-être rapidement ce que fait Tornado Cash Alors, Tornado Cash, c'était un logiciel décentralisé c'était un mixeur. Voilà, c'était un mixeur, hein, donc ce qui permettait d'anonymiser des Ethereum. Donc ça permet d'avoir
une vie privée finalement quand on utilise Ethereum. Voilà, c'était... Parce que sinon, comme toutes les transactions sont publiques, on est capable, à partir du moment où je sais quelle wallet tu utilises, globalement j'ai accès à ton compte bancaire. Voilà, et on a actuellement la même problématique avec les développeurs de Samurai qui aussi font face à des poursuites en justice du DOJ, donc du procureur américain. La question reste la même, c'est-à-dire que à partir de quel moment est-ce que quand on développe un outil qui permet une certaine dose d'anonymat, on est responsable de ce qui est fait grâce à cet outil, et puis à partir de quand est-ce que, à partir de quel degré de proximité on considère que tu as participé matériellement au blanchiment de fonds qui sont passés par ton outil. Alors c'est une question plus large, c'est une question très difficile et plus globale, mais de toute manière, ça sera traité. L'air du temps n'est pas à la défense de la vie privée. On parlait de blanchiment de fonds actuellement aussi. Quand il s'agit pour les pouvoirs publics de restreindre des libertés et surtout le droit à la vie privée, la liberté fondamentale d'avoir une vie privée, ils le font grosso modo toujours avec les deux mêmes prétextes, c'est-à-dire le blanchiment d'argent / terrorisme, et puis une certaine forme de... alors je peux pas prononcer le mot, sinon vous allez vous faire tuer par... des mineurs vis-à-vis des contenus qui ne sont pas faits pour eux, ou des contenus qui les intègrent directement. Exactement, c'est très bien formulé et ça va passer l'algo. Mais on va essayer de ne pas vous faire shadowban sur cette thématique. Donc, et ouais, c'est ce prétexte de protection des mineurs et de lutte contre le financement du terrorisme et de blanchiment d'argent, voilà, qui est souvent invoqué effectivement pour restreindre les libertés fondamentales. De cette liberté qui est une liberté très particulière qui est le droit à la vie privée. Le droit à la vie privée, il est très important. C'est pas celui qui est le plus spectaculairement mis en avant. On va plus souvent parler de liberté d'expression, par exemple. Mais le droit à la vie privée, c'est un droit qui est réellement fondamental. C'est une liberté suprême. Pourquoi il est important ? Pourquoi c'est important ? Il est important parce qu'on ne peut pas on ne peut pas se bâtir une citoyenneté sans vie privée. Voilà. C'est quelque chose qui a été toujours considéré par la doctrine. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin pour le comprendre. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des isoloirs. Si tout ce que tu fais est public dans une modalité ou dans une autre, tu ne peux pas sereinement te construire dans ton fort intérieur une personnalité. Oui, c'est-à-dire que tu es sans arrêt scruté par les autres et que donc sans arrêt sous le jugement des autres, voilà. Et que donc si tu veux à un moment remettre en question tel dogme, telle entreprise, telle institution... voilà, c'est-à-dire que pour faire une citation un peu littéraire, parce que j'aime bien les citations littéraires, c'est Céline qui disait « tout est permis en dedans ». Et il est important que tout soit permis en dedans. Tu dois pouvoir penser tout ce que tu veux et tu dois pouvoir, dans un cadre privé, transmettre toutes les idées que tu veux. Ensuite, quand on rentre dans la sphère publique, c'est autre chose. Quand on rentre dans la sphère publique, il va falloir bien se tenir, il y a des lois, etc. Mais la défense de la vie privée, aujourd'hui, en ligne, elle est attaquée à bien des égards. Elle est attaquée surtout par la justice et l'exécutif. La justice, on a cité, on a des tas d'exemples, mais il y en a un qui a fait très peu parler, c'est l'affaire du 8 décembre. L'affaire du 8 décembre, c'était une cellule qu'on appelle anarcho-autonome, d'ultra-gauche, etc. Ça a l'air des gens dangereux, ça. Est-ce qu'ils ont des couteaux entre les dents et ils mangent du sang de capitalistes bourgeois ? Plus ou moins, ils faisaient de l'airsoft et puis ils avaient acheté de l'acétone et de l'eau oxygénée. Et quand tu mélanges... en fait, tu connais le livre The Anarchist Cookbook ? Non. C'est un livre de méthode, ça a été écrit, je ne sais plus, dans les années 70 peut-être avant. C'est un livre qui t'apprend à faire des bombes artisanales, mais c'est un livre dont tu trouves le PDF en 2 clics un peu partout. D'accord. Et puis c'est un livre qui... Là, pour le shadowban, on est fini. Vas-y, continue, t'inquiète. Vous pouvez mettre des bips. Je vous autorise à me biper quand ça parle de ça. T'inquiète. Mais à mon avis, ils sont tombés sur le PDF de The Anarchist Cookbook et ils ont voulu reproduire un petit peu les recettes de cuisine qu'il y a à l'intérieur, et donc ils ont acheté de l'eau oxygénée, etc. Bon, ce qui est important, c'est que ces gens ont été condamnés, que l'intention terroriste n'a jamais été clairement déterminée par le tribunal qui les a condamnés, mais qu'il y avait un faisceau d'indices pour déterminer leur dangerosité et aller jusqu'à les écrouer, donc physiquement. En plus, ils ont... allez lire la Quadrature du Cercle
Quadrature du Net. À ce sujet, ils ont fait un travail d'enquête parfait, mais ce qui est important, ce qui nous concerne directement, et c'est là où on fait le lien, c'est que il leur a été reproché de vivre comme des clandestins, dans une forme de semi-clandestinité, et que dans ce cadre, ils utilisaient Telegram, Signal et Proton. C'est dangereux ça. Alors ça, les gens qui font ça, moi je les connais. Non, ils ne sont pas des gens recommandables. Donc ceux qui sont des logiciels très libres que tout le monde, que beaucoup de monde en tout cas utilise. Je veux dire, à quel moment est-ce que ça détermine une certaine clandestinité? Moi, je viens chez toi à la caméra, je montre pas mon visage. Est-ce que je vais être accusé de vivre dans une certaine clandestinité et est-ce que ça va pas me retomber dessus un jour? Dans le doute, j'ai arrêté de faire d'airsoft et j'attends de voir ce qui se passe. Ouais, tu vois. Non, je comprends bien. C'est-à-dire que là, le fait de simplement utiliser les messageries qui, en gros, chiffrent les messages, notamment Signal chiffre les messages de bout en bout, c'est-à-dire que même Signal ne sait pas ce qu'il y a dans les messages, parce qu'en fait, le chiffrement, il est fait depuis ton téléphone vers le téléphone qui reçoit le message. Donc, le simple fait d'utiliser ces messageries, d'ailleurs, c'est la même chose sur WhatsApp aujourd'hui, à 3 virgules près, fait que c'est suffisant pour que le tribunal dise ça, c'est un élément qui vient aggraver ton cas et prouver que en fait, tu vis dans une forme de clandestinité, comme tu dis, et que donc tes intentions peuvent être caractéristiques d'une intention terroriste. Ça a été retenu contre eux, de toute façon, matériellement. C'est dans les minutes du jugement, c'est dans le corps du jugement. Alors la référence est éculée, mais c'est orwellien. C'est une référence éculée en effet, mais c'est orwellien. Et on peut aller encore plus loin. Là, très récemment, il y a eu l'initiative Chat Control, ce qu'on appelle Chat Control. Il y avait cette idée que toutes les messageries, et même les messageries qui sont censées te garantir une bonne dose de vie privée, donc les Signal, basiquement, devaient intégrer ce qui ressemble quand même vachement à pas forcément une backdoor, mais comment on dit, pas un malware, accès, mais un accès, oui. Mais en gros, faire des snapshots de tout ce que tu faisais. Ouais. Avant le chiffrement, c'était pour ça aussi que c'était un peu subtil. Avant le chiffrement, enfin bon, en gros, l'Union européenne voulait pouvoir lire tes sextos quand il le voulait. Et moi, j'ai pas envie qu'on lise mes sextos. Alors. Cette initiative en particulier, Chat Control, j'ai fait une émission là-dessus, vous pourrez aller la consulter avec Fanny Smichalakis d'ailleurs qui s'est vraiment beaucoup intéressée au sujet. Cette initiative a été abandonnée, ce n'est que partie remise. Il me semble que c'est la Hongrie qui va reprendre l'initiative avec la présidence européenne. Exactement, la Hongrie qui est depuis très longtemps, depuis 15 ans maintenant, dans une belle dérive illibérale depuis 15 ans, va reprendre la présidence de l'Union européenne et je suis pas... il va falloir se battre, il va falloir continuer à se battre. Maintenant, une fois que c'est dit, on a des outils, on a des armes pour se battre, on n'est pas tout seul, on doit utiliser les institutions, on doit mettre à profit les institutions pour pouvoir mener notre combat. Comme dit Aurore Lalucq, la société a mis des règles, il y a des règles, et parmi ces règles, il y a des critères pour pouvoir juger de la légitimité d'une loi. Parmi ces critères, ils sont très précis, ils sont très définis à la fois par la doctrine, la jurisprudence, etc. Quand on reste dans une société libérale, la liberté est la norme et l'interdiction l'exception. L'exception doit être motivée et justifiée sur des critères très précis d'efficacité, de proportionnalité, etc. Et cette notion de proportionnalité, elle est fondamentale et elle est reconnue au plus haut niveau par la Cour de justice de l'Union européenne, par la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a eu très récemment, en 2024, février 2024, un arrêt qui s'appelle Podzev contre la Fédération de Russie, qui reconnaît le chiffrement de ces communications comme une garantie de défense des droits de l'homme. Donc, dans ce tableau noir, il y a aussi cette lueur d'espoir, ou en tout cas cette arme qui nous est donnée d'utiliser les institutions pour ce qu'elles sont aussi, c'est-à-dire des entités, des institutions, ou des entités, des organisations au service de l'état de droit. C'est difficile. Les libertés, en France, on les a conquis plus ou moins d'un coup avec la Révolution, etc., la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, etc. Elles nous sont grappillées petit à petit.
Donc pour toi, il y a un champ politique dans lequel on peut quand même faire valoir ce combat et dans lequel on peut protéger un certain nombre de libertés fondamentales, dont le droit à la vie privée. On doit faire appliquer la loi. On doit faire appliquer, et les plus hautes expressions de la loi, c'est-à-dire les conventions donc, européennes des droits de l'homme, etc. La loi est de notre côté. En dernière analyse, la loi est de notre côté. La difficulté, c'est que tout le monde s'en fout. La difficulté, c'est que le numérique, c'est compliqué, le numérique, ça fait peur, notre, j'allais dire caste politique, c'est un jugement de valeur, on va dire notre environnement politique, merci, notre personnel politique est très 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 peu formé à ces questions, ils ont leur réélection en tête, il se trouve que dans ce pays, ce sont surtout les personnes âgées qui votent, et donc, sans vouloir faire rentrer non plus dans des, dans des clichés. C'est plutôt les jeunes qui sont concernés par la question de la crypto et compagnie. Par la crypto ou par le numérique, alors que les personnes, enfin, les seniors, disons, le sont aussi. Mais en tout cas, ce n'est pas dans leur horizon immédiat, peut-être. Ou en tout cas, les jeunes vont être naturellement plus enclins, plus impliqués sur les nouvelles technologies, parce qu'ils sont nés avec, etc., et qu'ils les utilisent de manière... donc, tout ça, il faut pas... Moi, il me semble que c'est Evola qui disait le désespoir n'est pas une catégorie politique. On a des raisons d'espérer, on a des raisons de se battre, on va se battre et on va bien s'amuser. Et on va bien s'amuser parce qu'à la fin on gagne. C'est ça qui est important. Donc ça c'est toute la partie institutionnelle. Donc il y a des recours à formuler. Il y a des recours. Alors ça demande du temps, de l'argent, etc. Mais il faut qu'on s'organise pour faire ça. Et puis à côté il y a les outils aussi. À côté il y a aussi développons nos propres outils. Essayons de les rendre le plus ergonomiques possible. Et puis et Bitcoin fait partie de ces outils plus ou moins ergonomiques. Alors ça on pourra en débattre de ce que c'est de ce que c'est d'utiliser Bitcoin aujourd'hui en termes d'ergonomie, mais comment dire, pour cesser. Alors je sais que j'en profite pour saluer Daniel Villamontero qui est vraiment qui intervient très souvent chez moi et qui est une personne que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Une de ses devises, c'est pour changer le monde, changeons d'outils. Eh bien, j'ai rien à rajouter à cette phrase que je signe des deux mains. Faisons ça. Changeons d'outils. Ok. Puisqu'on est sur les outils, du coup, ces outils, ils ont souvent des impacts. Une des choses qui est reprochée, voire utilisée contre Bitcoin, c'est le fait que Bitcoin consommerait trop d'énergie, que Bitcoin serait dangereux pour la planète, dangereux pour le climat. Et souvent, c'est les gens qui formulent ces critiques-là, en général, ajoutent dans un deuxième temps, et en plus, ça sert à rien, ça ne sert qu'à s'enrichir. Et donc, en fait, on est en train de cramer une énergie folle, l'équivalent de la consommation de ton pays préféré. Et tout ça pour rien, quoi. Tout ça pour que des espèces de geeks en slip s'amusent à vendre et acheter des trucs et essayer de gagner des sous. Qu'est-ce que tu penses de cette critique qui revient encore assez souvent? Alors, elle revient plus que souvent, c'est la critique principale. C'est-à-dire que quand les gens qui essayent de faire de l'acculturation à Bitcoin dans les entreprises, par exemple, etc., les gens qui vont parler de Bitcoin à des banquiers, mais dans une démarche professionnelle, dans une démarche de séminaire, de formation, etc., je suis en contact avec certaines de ces personnes. Ce qui revient le plus souvent, alors évidemment c'est les banquiers, ça va pas être la spéculation, c'est leur cœur de métier, c'est pas l'extrême droite non plus, parce qu'il y a eu une petite mode de les cryptos c'est l'extrême droite, etc. Bon, c'est en train d'être passé. Non, ce qui revient c'est toujours la question de la consommation électrique. Et il y a plusieurs façons d'aborder le sujet. Pour moi, même si Bitcoin, je sais que ça va être un peu... ça c'est quelque chose qui peut être provocateur, qui peut être difficile à entendre. Même si Bitcoin était 100% polluant, pour moi ça serait trop important, quand même trop important pour pouvoir s'en passer. C'est-à-dire que le coût bénéfice-risque, il est c'est-à-dire que déjà, toi, tu commences correct. par dire, en fait, un instant minute papillon, c'est pas tout à fait inutile. Alors ça, c'est toute la question de l'utilité sociale de Bitcoin. La question, pour moi, elle crève les yeux. L'utilité sociale de Bitcoin, ne serait-ce que parce que ça fait chier beaucoup de monde. Rien que pour ça. Mais
Et ensuite, il y a aussi cette question d'échelle. Je vais revenir sur l'énergie assez rapidement, mais justement, tiens, si on parle d'énergie, on doit parler d'échelle de grandeur de consommation. Bitcoin consomme autant que les sèche-linges aux États-Unis. Ouais. Voilà. Est-ce que l'utilité sociale du sèche-linge est remise en question? Non, il me semble pas. Et on parle juste souffler de l'air chaud sur les vêtements mouillés du pays le plus riche de la planète. Bon, parce qu'ils ont la flemme de l'étendre ou j'en sais rien. Voilà, il faut comment dire, si on pose la question de la légitimité de la consommation électrique, moi je veux bien, mais on le fait pour tout. Voilà, on le fait pour tout. Ensuite, c'est même pas, comment dire, c'est même trop compliqué d'aller sur ça. C'est-à-dire que moi, j'adore parler d'utilité sociale de Bitcoin, mais j'ai pas envie de faire une espèce de balance comme ça entre sa consommation énergétique et son utilité sociale. Quand on me parle d'énergie, moi je préfère d'abord poser cette question très simple. On parle de consommation d'énergie, de quelle énergie parle-t-on précisément? Et ensuite, on peut expliquer quels sont les mécanismes de minage. Alors, je ne sais pas si tu as envie que je le fasse ici rapidement. Je vais essayer de l'expliquer de manière la plus synthétique possible. Un mineur, donc quelqu'un qui participe à la sécurisation du réseau, donc celui qui consomme de l'énergie, qui valorise, moi j'aime bien utiliser le terme, valorise de l'énergie pour pouvoir maintenir le réseau, enfin sécuriser le réseau. Il branche ces petites machines qui font beaucoup de bruit et qui font des calculs, qui sont des calculs basiquement de brute force, qui demandent énormément d'énergie. Oui, ça reviendrait à essayer de trouver le résultat d'un cadenas à code en testant une par une toutes les combinaisons, quoi. Voilà, c'est ça. En gros, ce sont des énigmes il est très difficile de les résoudre, mais très facile de réaliser quand elles ont été résolues. C'est comme un puzzle dont il manque une pièce. Un puzzle, quand il n'est pas fini, ça se voit, il y a un trou. Voilà, une fois que la dernière pièce est mise, c'est résolu et en un clin d'œil, ça se voit. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la cryptographie asymétrique. C'est une des propriétés de la cryptographie asymétrique. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le mineur, il est rémunéré en Bitcoin. Voilà. Le réseau Bitcoin, le protocole de Bitcoin, ne connaît qu'une seule monnaie, qu'une seule unité de compte, c'est le Bitcoin. Pour Bitcoin, du point de vue du protocole, le dollar, ça n'existe même pas. Voilà, ça ne sert à rien d'essayer d'y en parler, il ne sait pas ce que c'est parce que ce n'est pas intégré à son code. Il n'y a que Bitcoin. Donc il donne du Bitcoin aux mineurs. En plus, il leur en donne de moins en moins, ce Rapia. Donc les mineurs, le minage aujourd'hui dans son immense majorité, c'est une activité industrielle et évidemment lucrative. Le but du jeu pour le mineur, c'est de revendre son Bitcoin reçu en récompense et d'avoir la différence la plus importante possible entre ce qu'il aura récupéré de la vente de son Bitcoin et sa facture d'électricité. Ouais. Mais le truc, c'est que la facture d'électricité d'un mineur, c'est pas ta facture EDF. Il n'y a pas de mineur qui, ici on est dans un très beau studio parisien, mais qui se branche exactement comme tes caméras et qui font tourner leur... Alors il y en a, mais il y en a très peu. Le gros du réseau, ce sont des industriels qui vont jouer le rôle de charognards de l'énergie. Ils veulent trouver, pour pouvoir survivre, et ce stress s'intensifie tous les 4 ans, pour pouvoir survivre, ils doivent trouver l'énergie la moins chère possible. L'énergie la moins chère possible, c'est très facile à définir, c'est la loi de l'offre et la demande, c'est celle dont personne ne veut. C'est l'énergie la plus pourrie possible. C'est ce qu'on appelle l'énergie fatale. C'est-à-dire, c'est celle dont personne ne veut, tout bêtement. Si elle est pourrie, l'énergie c'est neutre a priori, mais en tout cas, c'est typiquement celle qui est là quand. Ça, pour le consommateur européen, c'est parfois compliqué parce que nous, on a à appréhender, parce que nous, on a un rapport au réseau où le réseau en Europe, il est hyper intégré. Tu branches ta plaque de cuisson, tu te poses pas 1000 questions, tu vois, ça tourne. Et en plus, là, l'hiver dernier, alors là, cet hiver, ça s'est mieux passé, mais il y a l'hiver d'avant, pas celui-là, on avait des messages en mode, attention, il va peut-être falloir éviter de trop cuisiner à 20h, parce que sinon, ça va être du blackout tournant, quoi. Vu qu'on a décidé d'arrêter les centrales pour des... Bref, on va pas rentrer dans ce débat-là. Et du coup, économisons notre avenir, économiser l'énergie, c'est notre avenir, tu vois, c'est l'espèce de devise de EDF. C'est un mot d'ordre depuis le choc pétrolier. Depuis le choc pétrolier, c'est un mot d'ordre. Donc comment on fait pour réconcilier mentalement les petits gestes qui sauvent la planète
éteindre la lumière avant de se barrer de chez soi et utiliser des cocottes norvégiennes pour économiser du temps de cuisson sur ses lentilles, versus mais en fait finalement je peux brancher de l'ASIC, mon ASIC qui consomme une énergie pas possible et il n'y a pas de problème, c'est comme les sèche-linges américains. En fait, il suffit de leur expliquer qu'il y a plein d'énergie qu'on laisse s'évaporer. Je dis évaporer, c'est pas le bon terme, hein, qu'on laisse se dégager. Alors, le terme technique, je l'ai pas en tête. Ouais, enfin qu'on se perde, quoi. Qui se perd. Il y a plein d'énergie qui se perd. Il y en a partout. Et que le mineur, il va aller chercher, il va aller valoriser cette énergie. Et ça va pas être le seul à s'enrichir dans cette histoire. Parce qu'évidemment, il la vole pas. Évidemment, il va la payer, cette énergie. Il va la payer très peu cher. Ça sera le dernier acheteur d'une éolienne qui tourne, qui a une surcapacité, qui est en surcapacité. Ça va être surtout, ça c'est très important, ça va être quelqu'un qui va vous proposer d'acheter votre énergie verte quand elle est intermittente. C'est-à-dire que l'énergie verte, l'énergie renouvelable, typiquement le solaire, l'éolien, etc., il y a un petit souci avec elle, c'est que c'est pas aussi prévisible et pilotable que le nucléaire. Il n'y a pas de bouton on-off sur le soleil ou sur l'éolien ou sur une centrale hydroélectrique qui vient juste d'être construite et qui n'est pas raccordée au réseau. Dans ces tas d'exemples différents, je vous invite, je ne vais pas faire la liste, mais je vous invite à aller les trouver, à trouver tous les exemples d'énergie fatale. Eh bien, il y a un mineur qui sera très très heureux de vous payer un petit peu pour pouvoir brancher ces machines sur cette énergie. Mais ce qui est important quand on décrit tout ce mécanisme, c'est bien que les gens réalisent que ça n'a rien à voir avec l'énergie qu'ils consomment chez eux. C'est pas du tout les mêmes proportions. D'ailleurs, l'énergie qu'ils consomment chez eux, par définition, elle est amenée par le réseau. C'est le réseau EDF qui va leur amener chez eux dans les câbles l'énergie. Là, on n'est pas du tout dans ce paradigme-là, parce que le minage de Bitcoin se déplace jusqu'à la source d'énergie. C'est-à-dire que c'est des conteneurs, concrètement les trucs sont dans des espèces de porte-conteneurs et ils sont droppés à l'endroit sur Terre où l'électricité est la moins chère et donc la moins utile. Voilà. Et ça, donc oui, la moins chère, la moins utile, la moins utilisée. Et ça peut être, alors on peut citer l'expérience de Sébastien Gouspillou Virunga, par exemple. Si vous voulez un exemple en particulier, allez étudier celui-ci. Ouais. Il est beau en plus, un bel exemple. Ça a sauvé la réserve du Virunga. Mais ce que je viens d'expliquer plus ou moins limpidement, ça fait 7 ans que je l'explique. Ça fait 7 ans que je raconte ça, parce que je l'ai lu il y a exactement 7 ans maintenant, peut-être 6, dans le livre Bitcoin Métamorphose qu'on a cité tout à l'heure, sous la plume de Sébastien Gouspillou, qui vient d'être cité. De ce point de vue-là, et d'une constance au niveau du discours. Ah non, c'est son métier. C'est son métier. Il n'a pas changé de métier, donc il a toujours les mécanismes n'ont pas changé, il n'a pas changé de métier. Mais ça fait 6 ans maintenant que je raconte ça. Et ça n'est pas rentré dans la tête des décideurs, ce n'est pas rentré dans le débat public, ça n'a pas atteint l'idée générale, l'idée mainstream que les gens se font de Bitcoin. Pourquoi à ton avis ? Alors, d'abord, il y a quand même un 2 points de mesure dès qu'on parle de Bitcoin. C'est-à-dire que pour une raison assez obscure, il faut quand même se battre pour pouvoir défendre tous les avantages de Bitcoin. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait des sèche-linges, personne ne se pose la question de la... ou alors quelques écolos peut-être, dire personne c'est un peu beaucoup. Mais en tout cas, on n'attaque pas avec autant de ferveur les sèche-linges américains et Bitcoin. Donc il y a ça. Il y a aussi que à chaque fois qu'on explique ça, et ça je l'ai fait sur internet mais des dizaines, peut-être même des centaines de fois maintenant, on nous dit oui, mais tes exemples, ça vient de quelqu'un qui vit du Bitcoin, il est en conflit d'intérêt. Il y a un conflit d'intérêt, il y a toujours cette accusation de conflit d'intérêt et contre lequel on se trouvait un petit peu démunis, et il faut aussi qu'on admette que le minage c'est un peu opaque parce qu'il passe par des VPN, etc., et que les mineurs ne sont pas toujours très transparents
dans leur globalité, je veux dire, ne sont pas toujours très transparents dans ce qu'ils font quand ils vont miner dans des pays pas très transparents comme la Chine ou le Kazakhstan. Ils n'ont pas de raison de l'être. Enfin, Non, ils ont aucune raison de l'être, sauf peut-être d'expliquer un petit peu, de donner des arguments aux gens. Mais en tout cas, c'est pas leur question. Et à la limite, on leur demande pas ça. Mais il se trouve que très récemment, c'était fin 2023, dans l'American Chemistry Society, qui est une revue scientifique revue par les pairs, donc peer-reviewed, avec un très haut facteur d'impact et donc une très haute respectabilité et fiabilité. Il y a Yu et al., donc Yu et son équipe, ont publié un papier qui explique tout ce que je viens de dire, se reposant sur la méthode scientifique appliquée ici à l'ingénierie, pour pouvoir, avec la force d'un papier peer-reviewed, conclure que je mens pas. Voilà, que ça marche et que ça a très bien marché, en particulier aux États-Unis, au Texas, etc. Là, ces dernières années. Donc, ne me croyez pas, moi, à ce stade, ce n'est plus moi qu'il faut convaincre, évidemment, ni même contredire, c'est l'American Chemistry Society, et vous devrez le faire avec les armes de la méthode scientifique. Okay. À vous de jouer. Bon courage. Bon courage. Peut-être pour aller vers... Donc, attends, il faut que j'ajoute un truc, mais tu... et donc, voilà. Et là, maintenant, l'accusation de conflit d'intérêt, elle s'évapore. Parce que c'est pas nous qui le disons, c'est l'American, c'est la CS. Ouais. Donc voilà, démerdez-vous avec ça. Ok. Si on revient vers le début de l'entretien, on a fait une boucle en passant par la vie privée, par les enjeux monétaires, des enjeux théoriques. Et on avait commencé sur des questions d'investissement. Tu m'as dit au début, moi je suis arrivé à Bitcoin pour m'enrichir, au tout début, avant effectivement de rentrer dans le terrier du lapin et de comprendre ce qu'il y avait derrière et comment ça fonctionnait. Si je reviens au point de départ, tu as vécu 2 cycles du coup, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Celui de 2017 et du coup celui de 2021 en gros. Du coup. Et qu'est-ce que tu tires comme enseignement et qu'est-ce que tu pourrais transmettre comme enseignement à quelqu'un qui rejoindrait l'écosystème crypto aujourd'hui, alors sans doute qu'il fera les mêmes erreurs que ce qu'on a tous fait sur les derniers cycles, mais toi, que tu les as synthétisés comment, les enseignements que tu t'appliques à toi-même? Ouais, alors d'abord, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Quand vous faites de l'argent, profitez-en. Voilà. Ça, c'est quelque chose... ça va monter. Voilà. Alors, il y aura des investisseurs déçus. Hein, moi, je ne peux pas promettre. D'ailleurs, sur ma chaîne, je fais un petit aparté, on ne parle pas du prix. Il y a un interdit, il y a un tabou, c'est que je fais une émission toutes les semaines maintenant, on n'a jamais parlé du prix. Mais quand ça monte, faites-vous plaisir, parce que ça va redescendre et vous vous sentirez con si vous n'avez pas profité. Maintenant, il y a, si je peux donner une méthode d'investissement, ça va pas être la mienne. Elle viendra d'un livre en particulier, d'un livre que j'aime beaucoup. C'est un roman d'Émile Zola. C'est L'argent. L'argent, c'est un livre qui décrit une bulle spéculative, une bulle financière dans le cadre du Second Empire. Et vous pouvez aller lire le livre, c'est du très bon Zola, c'est un des plus grands Zola. Je l'ajoute sur ma petite liste de lecture. Exactement. C'est un des livres, c'est le livre qui, en mon sens, décrit le mieux d'abord les sentiments par lesquels on passe quand on s'adonne à ce qui est nommé dans le livre le jeu, c'est-à-dire la spéculation boursière. On est assez soufflé de réaliser qu'on passe par les mêmes stades de rationalisation, d'euphorie, de panique, les mouvements de foule, de voir aussi que les arnaques étaient plus ou moins toujours les mêmes, les écosystèmes se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Ce livre est fascinant parce que si vous avez touché un petit peu à la spéculation, vous vous y retrouverez. Voilà. Et ce livre est riche d'enseignements parce que il va vous donner une perspective. Le livre repose, je vais raconter un petit peu l'histoire, repose sur un duel, le duel entre Gunderman, qui est très basiquement le Rothschild de l'époque, et Saccard, qui est très basiquement le Bernard Tapie de l'époque.
Ok. Saccard veut... Donc le banquier très établi Exactement, institutionnel versus le jeune loup qui a tout à prouver. Exactement, qui n'a aucune vergogne. Qui vient challenger le statu quo. Exactement. Et qui gagne à la fin, c'est évidemment Gundermann. Donc l'institutionnel. Et alors, il gagne pour différentes raisons, mais il gagne surtout, et c'est très bien expliqué dans le livre, parce qu'il a une perspective à très long terme. C'est-à-dire que lui, il veut faire de ses petits-enfants les plus grands banquiers du monde. Il veut faire alors que Saccard, lui, il veut juste devenir très riche, le plus riche possible, le plus vite possible, etc. Et donc, une fois que vous adoptez cette perspective de long terme, eh bien, tout se passera bien. Tout se passera bien. Vous passerez à côté de la plupart des pièges, ou en tout cas, vous rentrerez dans un mindset qui vous permettra de survivre dans l'urgence complète, absolue, et chaque jour renouveler des marchés. Un marché, ça c'est une citation qui vient du livre, c'est un bois sombre dans lequel tout le monde se raconte n'importe quoi. Et on s'y perd très facilement si on se met à croire les uns et les autres. Ayez confiance en vous-même et surtout visez le temps long. Ne vous attendez pas à être riche en 2 ans. Il est possible d'être riche dans 2 ans, mais maintenant, avec le recul, j'ai lu ce livre assez rapidement dans mon parcours. J'ai bien vu que, moi je suis encore là. Alors je suis pas riche. Non, je suis pas riche. Désolé, mais j'ai vu des gens devenir très riches et très pauvres tout de suite après. Voilà. L'essentiel, c'est de survivre, et sur le long terme, vous vous en sortirez. S'il y a un deuxième conseil beaucoup plus technique, beaucoup plus pratique, quelque chose auquel je m'astreins aussi, je vais citer un autre auteur, on va passer de Zola à Nietzsche. Nietzsche pour régler les dilemmes moraux, propose le concept de l'éternel retour. L'éternel retour, c'est un concept qui coupe, c'est pas un concept métaphysique, c'est vraiment un concept très pratique. C'est que pour lui, quand vous êtes confronté à un dilemme, vous devez faire l'expérience de pensée, vous devez vous demander, rentrer dans un monde, dans une espèce de boucle temporelle dans lequel, c'est pas exactement une boucle temporelle, mais dans une situation dans laquelle il vous sera reproposé de faire pour toujours ce même choix, pour l'éternité. Quel choix ferez-vous? Et c'est très facile de faire le pire choix possible quand il t'est proposé une seule fois dans l'urgence. Mais quand tu te mets dans l'idée... Par exemple, ça peut être tentant, si tu as une grosse somme, on va dire, de le mettre en stacking à 8% sur un stablecoin algorithmique. Ça peut l'être aussi de placer ses fonds sur une plateforme. Stratégie delta neutrale, ça va bien se passer. Oui, exactement. Et en plus, il y a des gens qui vont essayer de te convaincre en des termes et avec des arguments très très rationnels et qui sonnent bien. C'est aussi une super idée de mettre cet argent sur une plateforme qui te propose 8% de rendement par an, etc. Si on te propose ça une seule fois, tu dis ouais, c'est une bonne idée. Mais tu dis, une fois que tu sais un petit peu comment ça marche les marchés, une fois que tu as vu 2-3 effondrements quand même, et des effondrements dans la crypto c'est toutes les semaines, tu te dis quand même que si je devais refaire ce choix à l'infini, eh ben je le ferais pas, je le choisirais pas. Et juste comme ça, en se posant cette question et en se mettant dans cet état d'esprit, tu viens d'éviter UST, donc l'effondrement de Terra, et FTX. UST et FTX dans lequel j'ai perdu beaucoup d'amis, beaucoup de collègues. Moi, j'y suis pas allé. Alors tu les as perdus, c'est qu'ils se sont fait cramer leur compte. Ils se sont fait cramer leur compte. Ils sont sortis du game et absolument. Ils repartent à zéro. Et certains d'entre eux étaient des gens bien plus sages que moi. Tu sais, sage en trading, c'est être capable de prendre ses profits rapidement et de couper ses pertes rapidement. Moi, je suis incapable de faire ça. J'y arrive, parce que le métier finit par rentrer. Mais c'est des gens qui ont toujours été capables de faire ça bien plus efficacement que moi. Mais maintenant, ils n'ont plus rien. Parce que ça avait l'air d'être un super plan. Alors que ça n'était pas du tout. Quand on se projette assez loin, ou quand on se projette dans la répétition, comme l'invite à faire Nietzsche, eh bien on réalise assez vite que les bons plans n'en sont pas. C'est hyper. Je suis hyper touché par l'approche littéraire que tu as de ces questions-là. Je ne pensais pas du tout, en te posant la question des enseignements, finir avec deux citations littéraires, et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait on perd de vue, je trouve trop souvent, derrière la mathématisation
derrière la vision probabiliste, derrière les visions chartistes où on te dit oui, psychologie des foules, support ceci, régression de je sais pas quoi, moyenne mobile à 20 machin, on perd de vue le fait qu'en fait on parle d'émotions humaines. Absolument. Et absolument. que les littéraires sont en fait des bonnes personnes à aller voir pour comprendre les émotions humaines. Et que les mathématisations fonctionnent surtout dans la théorie des grands nombres, dans des grandes itérations, etc. Et que ça, a priori, ça ne concerne pas même ton day trading. Oui, alors je l'avais promis, moi j'essaie d'avoir des angles un peu différents et aborder la psychologie du trading via des exemples littéraires, ça me semble pertinent et que voulez-vous que je vous dise, pour moi ça a marché. Super, bah écoute, sur ces belles paroles, on va finir ici. Donc les 2 recommandations que tu viens de nous faire, c'est L'argent de Émile Zola. Exactement. Et Nietzsche, là, le concept de l'éternel retour, je ne sais pas dans quel... Nietzsche on trouve le plus... Dans quel Nietzsche on trouve ça? En fait, tu me poses une colle. Si par Zarathustra, peut-être. On en parle dans Zarathustra, oui, on en parle dans Zarathustra, mais attends, c'est dans quoi qu'il est que c'est bon, allez le chercher. Allez le chercher sur Wikipédia. Je suis pas un spécialiste de Nietzsche, hein, je le lis, mais Nietzsche c'est une aventure en plus. Nietzsche, il faut être en vacances pour le lire. Bah oui, alors Nietzsche t'en as pour toute la vie en fait. Nietzsche t'en as pour toute la vie aussi. À chaque fois que tu le relis, tu vois le truc. Oui, moi je conseille d'avoir un rapport très personnel à Nietzsche, mais pour le coup, l'éternel retour, c'est un de ses concepts les plus clairs. C'est-à-dire que c'est un de ceux qui est... pour lui, il est très critique de la morale, mais si vous deviez avoir une seule morale, bah c'est celle-là. Voilà. Eh ben nickel. Merci beaucoup à toi. On peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, le lien est dans la description. Oui. Si vous voulez suivre une autre interview d'un expert de la blockchain sur la chaîne d'Aliera, on vous met les vidéos dans les fiches. Si vous voulez vous former à la blockchain ou à l'IA, vous pouvez aller sur aliera.fr. Vous pouvez voir tous les programmes, télécharger les brochures, prendre rendez-vous avec un conseiller qui saura vous accompagner pour trouver le programme qui correspond à ce que vous cherchez à faire. C'était Jérémy Vauquier pour Aliera. Merci à tous.